Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va enfin aborder un sujet que je dois aborder depuis longtemps, que vous me réclamez depuis longtemps, mais ça nécessitait beaucoup de recherche. Aujourd'hui, on va parler du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Alors avant de commencer, je voudrais rappeler qu'il existe différentes appellations. On a le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, OPK, ovaires polykystiques, et le syndrome des les ovaires multifolliculaires. Ce ne sont pas des choses différentes, c'est des différentes manières de les appeler. C'est-à-dire que si tu as le SOPK, tu as très certainement les ovaires multifolliculaires, mais si tu as les ovaires multifolliculaires, tu n'as peut-être pas le SOPK. En fait, les ovaires multifolliculaires, c'est seulement l'aspect de tes ovaires. Si le reste des examens cliniques ou sanguins ne montrent pas le SOPK, tu as peut-être juste des ovaires multifolliculaires. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai beaucoup scripté cet épisode, donc je vais beaucoup lire ce que j'ai écrit, j'espère que ça vous dérangera pas. On va commencer par la définition du SOPK. Le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, est un trouble endocrinien courant affectant environ 5 à 10% des personnes menstruées en âge de procréer à travers le monde. Il se manifeste par des déséquilibres hormonaux, notamment une surproduction d'androgènes, souvent responsable de symptômes comme l'acné, l'hirsutisme et l'irrégularité menstruelle. Le SOPK, ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome, c'est donc un ensemble de symptômes. Et en fait, pour diagnostiquer le SOPK, on va voir combien tu as de symptômes sur la liste pour définir que tu as le SOPK. Le diagnostic du SOPK repose sur les critères dits de Rotterdam. Et donc, il y a 3 critères. Et si tu remplis 2 des 3 critères, tu peux te diagnostiquer, tu seras diagnostiqué comme ayant le SOPK. Alors les critères de Rotterdam, ils sont au nombre de 3, du coup il y a l'hyperandrogénie, l'anovulation chronique et des ovaires polykystiques détectés à l'échographie. On rappelle que dans le cadre des ovaires polykystiques, il n'y a pas de kyste. Alors tu peux tout à fait avoir des kystes et le SOPK, mais quand tu as le SOPK, tu n'as pas de kyste aux ovaires. En fait, c'est un abus de langage parce qu'à l'époque où ça a été découvert, à l'échographie, les ovaires multifolliculaires ressemblaient à des ovaires remplis de kystes. Mais en fait, ce ne sont pas des kystes, ce sont seulement des follicules qui ne sont pas parvenus à maturité. Les follicules, c'est tes ovules avant de grandir. Et normalement, tes ovules, ils sortent de ton ovaire, ce sont des follicules, ils grossissent, ils mûrissent, et au moment de l'ovulation, ils partent de l'ovaire, ils vont dans les trompes pour potentiellement rencontrer un spermatozoïde et être fécondés ou non. Dans le cadre du SOPK, en fait, il ne va pas y avoir l'hormone qui permet de faire grandir les follicules, donc il va y avoir une anovulation dans la plupart des cas, et ton ovule qui est sorti de ton ovaire, en fait, il va rester collé sur ton ovaire et il ne va pas grandir. Et donc, en fait, si on devait vulgariser ça, c'est comme si autour de ton ovaire, tu avais plein de mini-ovules qui ne sont jamais parvenus à maturité. Donc, je vais essayer de t'expliquer les 3 critères de Rotterdam le plus facilement possible. Donc on va commencer avec l'hyperandrogénie, c'est un des symptômes que tu dois avoir entre guillemets pour être déclaré SOPK. L'hyperandrogénie, c'est une caractéristique clé du SOPK et elle signifie un excès d'androgènes, d'hormones mâles comme la testostérone dans le corps, et elle peut se manifester par des symptômes physiques et biologiques. D'abord, nous avons l'hirsutisme qui fait souffrir énormément de gens. L'hirsutisme, c'est le fait d'avoir une pilosité excessive dans des zones habituellement masculines, comme le visage, le menton, la poitrine et le dos. C'est l'un des symptômes les plus courants associés à l'hyperandrogénie. Une femme cis qui a beaucoup de poils à ces endroits-là, plus d'autres symptômes, ça veut peut-être dire qu'elle a le SOPK. Ensuite, dans l'hyperandrogénie, il y a aussi l'acné et la peau grasse, parce que l'augmentation des androgènes stimule les glandes sébacées et entraîne souvent une acné sévère ou persistante après l'adolescence, parce que, en gros, l'hyperandrogénie, ça va faire comme si tu avais une puberté d'homme, tu vois ce que je veux dire, mais constante. C'est un peu mal expliqué, mais pour te dire, par exemple, un jeune homme, quand il grandit, il va avoir la puberté, il va avoir beaucoup de testostérone, et c'est là qu'il va se développer, et que il va prendre des muscles, qu'il va prendre des poils, qu'il va grandir, qu'il va avoir la voix plus grave, qu'il va avoir des boutons, etc., etc. Le SOPK va provoquer cette espèce de mini-puberté masculine chez la femme cis. Bien sûr, là, je parle d'homme cis et de femme cis. Et c'est ça qui va provoquer de la pilosité ou de l'acné à des moments où ça devrait pas être, une fois la puberté passée, etc. Ensuite, il y a l'alopécie androgénique aussi, donc moi je souffre de ça, c'est mon seul signe d'androgénie avec les analyses sanguines. L'alopécie androgénique, c'est la perte de cheveux, principalement au sommet du cuir chevelu, en fait, clairement la calvasse quoi. La calvitie, c'est un trait
typiquement masculin aussi, entre guillemets, les femmes qui souffrent de calvitie, c'est souvent dû au SOPK et à une hyperandrogénie. Bien sûr, là, je fais quelque chose de très généralisé, de très global. Et enfin, il y a les analyses sanguines, et moi, l'hyperandrogénie ressort vachement sur les analyses sanguines. L'hyperandrogénie peut être confirmée par des tests sanguins montrant des taux élevés de testostérone ou d'autres androgènes, comme la déhydroépiandrostérone sulfate, DHEAS, on va dire ça comme ça. Je vais aller voir dans mon... J'ai mon dossier médical pour aller voir mes taux de testostérone quand j'ai été diagnostiquée du SOPK. Alors par exemple, moi sur la prise de sang qui m'a diagnostiqué le SOPK, en testostérone, alors on n'avait fait que la testostérone, on n'avait pas fait les autres marqueurs androgéniques, j'étais à 0,73 alors que le max normalement est de 0,53 et je crois que je l'ai refait et j'étais vachement haute mais je trouve pas, j'ai tellement de prise de sang, c'est tellement le bordel, peut-être là-dedans, je ne sais pas. Non, c'est pas là. Par contre, il y a un autre truc intéressant sur cette prise de sang, c'est qu'on diagnostique aussi le SOPK avec, de manière clinique, une inversion du taux de FSH et de LH. Alors, me demandez pas qu'est-ce qui sert à quoi, mais en gros, la FSH est censée être plus élevée que la LH à un certain moment du cycle, et moi, c'est l'inverse. Donc, la LH, je suis à 13,8, tandis que la FSH, je suis à 5,9. Et normalement... Ouais, je sais pas. J'y comprends rien là-dessus, c'est un peu trop compliqué pour moi, mais des médecins vous l'expliqueront mieux, je pense. Bref, pour expliquer que l'androgénie, c'est soit physique, des poils, la perte de cheveux, l'acné, ou alors des analyses sanguines. Ensuite, on parlait aussi de l'anovulation chronique, donc cycle irrégulier ou absence de menstruation. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué à détecter, parce que par exemple, chez une personne atteinte de SOPK, si jamais tu fais des tests d'ovulation, peut-être qu'ils vont toujours être positifs. Et c'est pareil, c'est un peu différent de savoir si des saignements sont des règles ou non, parce que parfois tu saignes, mais c'est pas des règles. Un cycle, pour qu'il soit régulier ou irrégulier, un cycle menstruel régulier, c'est entre 21 et 35 jours, donc il se passe rien pendant 21 à 35 jours, suivi d'un flux normal, environ 3 à 7 jours, ce qui indique un cycle ovulatoire, donc des règles normales. Cependant, des saignements trop fréquents, prolongés ou irréguliers peuvent être des signes d'anovulation ou autres troubles hormonaux. Les saignements anormaux, ça va être les saignements anormaux, les appelés ménométroragies, surviennent souvent en dehors des périodes menstruelles normales, ils sont souvent irréguliers et peuvent être plus abondants ou plus légers que des règles classiques. C'est-à-dire que si tu saignes au milieu de ton cycle menstruel, c'est pas forcément normal et ça peut induire une anovulation ou des règles qui ne sont pas normales entre guillemets. En gros, des règles, pour qu'elles soient des règles, il faut que ce soit régulier, tous les 25 à 37 jours en moyenne. Il faut que ce soit du sang rouge qui coule de manière normale pendant 3 à 7 jours. Si c'est beaucoup trop abondant, beaucoup trop peu abondant, si c'est uniquement très brun, etc., c'est pas forcément des vraies règles. Pour les tests d'ovulation, ça mesure le pic de LH. Donc les tests d'ovulation, tu es censé les faire tous les jours pendant un moment donné. Et il y a un moment où tu vas avoir plus de LH et c'est là que le test d'ovulation va être positif et que tu vas savoir que tu ovules. Le problème, c'est que chez les femmes qui ont le SOPK, à cause du déséquilibre hormonal, tes tests d'ovulation peuvent être positifs tout le temps. Moi, si je fais des tests d'ovulation, ils seront positifs tous les jours de ma vie. Du coup, ça peut être compliqué de savoir si tu as une ovulation, mais ça peut surtout te permettre de savoir si tu as une anovulation et si tu as le SOPK. Si jamais tu veux savoir si tu as le SOPK, en dehors d'en parler à un médecin, tu peux effectivement donc regarder si tes règles sont vraiment régulières, si ce sont vraiment des règles. Tu peux faire des tests d'ovulation pendant, je sais pas moi, 2 mois et voir s'ils sont toujours positifs ou si tu as une vraie ovulation. Tu peux regarder les signes cliniques au niveau de l'hyperandrogénie. N'oublions pas que l'obésité, c'est un symptôme aussi du SOPK. 30 à 60% des femmes qui ont le SOPK sont obèses. Après, il y a aussi évidemment avec l'obésité des risques comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et un risque accru de développer un cancer de l'endomètre en raison d'une exposition prolongée à des niveaux élevés d'œstrogènes sans ovulation. Alors ça, c'est juste des risques, ça veut pas dire que parce que tu as le SOPK, tu vas forcément choper un cancer de l'utérus, c'est pas encore très sourcé. Malheureusement, il n'existe pas de traitement contre le SOPK, les seules choses que tu peux faire, c'est venir traiter les symptômes, entre guillemets. Alors il y a l'idée reçue que si tu perds du poids, tu vas soigner ton SOPK, c'est pas vrai, parce que si tu as le SOPK quand tu fais 60 kg, que tu as le SOPK quand tu fais 100 kg, c'est pas en revenant à 60 kg que ton SOPK va disparaître, s'il était déjà là quand tu étais mince, ça va rien changer du tout, et on n'oublie pas que le SOPK provoque la prise de poids, l'obésité c'est un symptôme du SOPK et non pas la cause. Il y a encore beaucoup de médecins qui sont persuadés que l'obésité est la cause du SOPK, mais ce n'est pas vrai, il y a énormément de femmes minces
maigres qui souffrent du SOPK, c'est pas du tout lié à leur poids, donc il n'y a pas de raison que ce soit lié au poids des femmes grosses, mais pas au poids des femmes minces. Ensuite, en médicaments, les seuls médicaments qui existent entre guillemets, c'est les contraceptifs avec des hormones. Donc forcément, ça va venir réduire les taux d'oestrogène, les taux de progestérone ou les taux de testostérone. Je suis pas médecin encore une fois, mais en gros, si tu veux vraiment régler par exemple un problème d'hyperandrogénie, un problème d'hirsutisme, etc., le truc le plus efficace, entre guillemets, ça va être la pilule contraceptive ou alors des médicaments anti-testostérone, anti-androgénique, mais ça peut être assez dangereux et assez mauvais, donc je pense que si tu peux éviter, c'est mieux. Pour savoir si tu as une ovulation aussi, tu peux faire ta courbe de température basale. C'est-à-dire que tu prends ta température tous les matins, au même moment quasiment quand tu te lèves, avant même d'être levé, tu te réveilles, bim, température, et tu fais la courbe. Il y a plein d'applications qui le font. Moi, si ça vous intéresse, je vous mettrai une photo de ma courbe sur Insta. Autant vous dire que moi, ma courbe, c'est le roller coaster le plus connu d'Europe, tu vois. J'ai rien dans ma courbe. Normalement, une courbe, c'est assez clair. T'as tant de jours où t'es à peu près à la même température, et puis tu vas avoir un pic, donc la température, elle va monter à cause de la progestérone, et puis après, ça va peut-être redescendre. Quand tes règles arrivent, ta température, elle va encore faire un autre yo-yo. Moi, c'est Bagdad. Ma température basale, vraiment, elle ne veut rien dire. Ce qui prouve bien qu'il n'y a pas d'ovulation, parce que si ovulation il y avait, je le verrais un minimum sur ma courbe, et là, ma courbe, elle ne veut strictement rien dire, tu passes de 35 à 37 sans aucune raison, enfin c'est n'importe quoi. Ensuite, il y a le suivi de la glaire cervicale. Mais ça, c'est plus dans le cadre où tu voudrais avoir un enfant de manière naturelle. Le suivi de la glaire cervicale, je t'invite à t'y intéresser si tu veux essayer de faire un enfant naturellement. C'est le fait de suivre les sécrétions pour voir comment est ta glaire cervicale ou tes pertes, vous appelez ça comme vous voulez. Et en gros, si c'est plus abondant, plus clair, plus élastique, plus blanc, etc., ça peut prouver que tu es au moment de l'ovulation, etc., parce que vous le savez, on a tous appris ça à l'école, ton corps va produire de quoi laisser passer les spermatozoïdes ou non en période d'ovulation. Ensuite, évidemment, il y a des tests sanguins et des échographies. Un médecin peut effectuer des analyses sanguines pour évaluer les taux de progestérone ou réaliser une échographie pour observer la maturation des follicules. Mais ça va vraiment se faire dans le cadre d'une PMA quand on a besoin de savoir quand faire une ponction ou quand faire une insémination artificielle. Donc en gros, pour conclure, le diagnostic du SOPK repose sur l'observation d'une combinaison de symptômes tels que l'anovulation, des saignements irréguliers et l'hyperandrogénie. Des tests hormonaux et échographiques permettent d'affiner le diagnostic et le traitement, qu'il soit basé sur des changements de mode de vie ou des médicaments, vise à gérer les symptômes et à réduire les risques, mais ne soignera pas le SOPK. Il paraît qu'il y a une part de femmes, encore une fois je dis femmes cis, qui soigne entre guillemets son SOPK après une grossesse ou à l'inverse qui déclenche son SOPK après une grossesse. J'ai pas creusé sur ce sujet-là. Le SOPK, c'est une maladie qui reste assez récente, qui touche énormément de monde, vraiment vous n'êtes pas toute seule malheureusement. Il y a de plus en plus de gens qui sont atteints du SOPK. Le syndrome des ovaires polykystiques, ça touche 5 à 10% des personnes menstruées en âge de procréer dans le monde. Et la France ne fait pas exception à cette statistique car ça représente 1 à 2 millions de femmes en France. Et là, ça ne parle que des femmes, ça ne parle pas des personnes non femmes qui sont menstruées et qui souffrent du SOPK parce que malheureusement, les statistiques à ce sujet ne sont pas fiables. En tout cas, le SOPK, c'est sous-diagnostiqué. Moi, je connais des gens autour de moi, j'ai une amie, pour moi, elle a le SOPK, tout le montre, tout le prouve, mais ses médecins ne le diagnostiquent pas. Et il y a beaucoup de gens qui ont le SOPK, mais c'est sous-diagnostiqué. Le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé car de nombreuses femmes souffrent de symptômes sans pour autant être conscientes ou sans recevoir un diagnostic officiel. Le diagnostic peut aussi varier selon la sévérité des symptômes ou le recours aux soins médicaux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de SOPK. Il y a des SOPK qui sont faciles à diagnostiquer. Le mien, par exemple, je perds mes cheveux, je suis grosse, j'ai pas mes règles du tout. À l'échographie, mes ovaires, c'est une boule à facettes. Et à la prise de sang, tous les signes sont là. Donc forcément, moi, mon SOPK, il est facile à diagnostiquer. Il y a des personnes pour qui le SOPK est plus difficile à diagnostiquer parce que ça va être juste de l'hirsutisme, des règles irrégulières et un taux de testostérone un peu élevé.
Il y a des associations qui militent pour que le SOPK soit plus reconnu, c'est pour ça que moi j'en parle beaucoup, que beaucoup de gens en parlent beaucoup sur internet, de plus en plus ces dernières années, pour que le SOPK soit plus connu et qu'on s'en occupe plus. Et il y a notamment l'association SPOPK qui est devenue l'association SOPK Europe, qui a pour but de sensibiliser le public et les professionnels de santé au syndrome des ovaires polykystiques. Elle œuvre également pour apporter du soutien aux femmes atteintes en leur offrant des informations sur le diagnostic, des outils pour sensibiliser leur entourage, ainsi que des associations, des occasions d'échanger avec d'autres femmes et des experts médicaux. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gynécos, tu vas les voir aujourd'hui, ils n'ont jamais entendu parler du SOPK, ça fait 40 ans qu'ils sont gynécos, ils sont pas formés, ils s'intéressent pas aux nouveaux trucs et ils vont jamais te dire que tu as le SOPK. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en description bien sûr, mais vous avez du coup l'association SPOPK qui est devenue SOPK Europe et vous avez aussi Sova SOPK, moi que j'ai rencontré il y a quelques années, qui parle très très bien du SOPK sur ses réseaux sociaux. Si vous avez des questions, je vous invite vraiment à aller sur son compte. Je pense qu'en épluchant bien son contenu, vous pourriez obtenir toutes les réponses à vos questions. Il y a différents types de SOPK, il y a aussi des SOPK qui vont avoir une résistance à l'insuline. Alors ça c'est pareil, je suis pas très calée là-dessus, mais il y a des SOPK basiques entre guillemets, il y a des SOPK avec insulinorésistance, il y a des SOPK qui sont liés au diabète. C'est un peu compliqué pour moi tout ça, je vous avoue, je suis pas médecin. J'ai fait des recherches, mais c'est des recherches très basiques entre guillemets. Si ce podcast peut aider à éveiller certaines personnes qui ne connaissent pas le SOPK ou faire que certaines personnes se disent oula mais attends c'est bizarre, ça me parle un peu, je vais aller me renseigner, c'est très bien. Mon podcast c'est vraiment la première pour moi, c'est vraiment la première étape. Peut-être qu'un jour, je ferai un podcast avec une personne qui s'y connaît mieux que moi. Peut-être avec un professionnel de santé, j'aimerais bien, pour justement parler du SOPK de manière beaucoup plus scientifique. Mais sachez qu'il y a plusieurs types de SOPK et que vous pouvez aller vous renseigner ailleurs. Il y a plein de... Je vous mettrai les ressources en description, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais ne prenez pas mon podcast pour une revue scientifique. Il ne faut pas oublier que le SOPK peut avoir un impact psychologique important, dépression, anxiété, image corporelle négative. Donc un soutien psychologique ne fait jamais de mal. De toute façon, un soutien psychologique ne fait jamais de mal, je vous en ai déjà parlé. Mais si vous souffrez du SOPK et que vous souffrez de votre maladie, il n'y a pas de traitement, etc., n'hésitez pas à aller voir un psy pour en parler. Le traitement du SOPK, c'est souvent multidisciplinaire. Ça va impliquer des gynécos, des endocrinos, des psychologues, etc., etc., pour que chacun essaie d'adapter à lui... son traitement et une partie. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut absolument faire des régimes anti-inflammatoires. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut absolument que vous arrêtiez de manger du sucre. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut absolument que vous arrêtiez le gluten et le lactose. Bon, je pense que c'est une maladie qui est déjà assez compliquée. Je pense qu'il ne faut pas que vous culpabilisiez. C'est une maladie, c'est un symptôme, c'est un syndrome qui touche beaucoup de gens, tout le monde ne le vit pas pareil. C'est pas parce que ta voisine elle va beaucoup mieux parce qu'elle a arrêté le lactose que toi tu iras beaucoup mieux parce que tu arrêtes le lactose. Donc si tu as envie d'essayer d'arrêter le lactose pour ton SOPK, fais-le, mais ne te sens pas obligé de le faire. Après, évidemment, il y a la part d'infertilité dans le SOPK parce que depuis tout à l'heure, on parle d'anovulation. Le syndrome des ovaires polykystiques peut poser des problèmes de fertilité à de nombreuses femmes. On estime qu'environ 70 à 80% des femmes atteintes du SOPK rencontrent des difficultés à concevoir naturellement. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes rencontrent des problèmes à concevoir naturellement et ça ne veut pas dire que toutes les personnes atteintes du SOPK auront besoin d'aller en PMA, procréation médicalement assistée, parce que des fois, juste en changeant un petit truc, parce qu'effectivement l'alimentation ça aide pour certaines, etc. Et ben des fois on arrive à redéclencher une ovulation avec des compléments alimentaires, etc. Avec du yoga, avec de l'acupuncture, avec un suivi psychologique. Des fois on peut d'abord essayer la méthode douce avant d'aller en PMA, donc il y a aussi beaucoup de femmes qui arrivent à avoir un enfant naturellement en ayant le SOPK. Et il y a bien sûr beaucoup de femmes qui ont le SOPK et qui veulent pas d'enfant. Environ 20 à 30% des femmes atteintes du SOPK ont recours à la PMA et notamment à la fécondation in vitro lorsque d'autres traitements comme l'induction de l'ovulation avec des médicaments ou l'insémination artificielle échouent. La PMA est souvent proposée lorsque ces alternatives ne fonctionnent pas ou si les femmes présentent d'autres complications. Le SOPK est souvent associé à l'infertilité, mais ça peut être associé à une espèce d'hyperfertilité aussi parce que tu peux ovuler beaucoup d'un coup aussi. C'est assez compliqué. Après, vous savez, tout ce qui est hormones, c'est très compliqué. Ça passe d'une femme à l'autre. Des fois, tu peux ne pas ovuler pendant 6 mois et ovuler le 7e mois et du coup, tu arrives à tomber enceinte direct. Tu peux aussi avoir des ovulations du coup qui sont imprévues. Donc, tu es censé être dans une phase de ton cycle où tu n'ovules pas et en fait, bim, tu ovules. Par exemple, il y a plein de femmes qui vont pratiquer, je ne sais pas moi, la symptothermie comme contraception et qui ont un SOPK sans le savoir. Et puis, bim, du jour au lendemain, elles ont un rapport sexuel sans se protéger parce qu'elles sont censées être en phase pas du tout ovulatoire. Et puis, le SOPK, il a dit, bah si, moi j'ai envie de faire pousser un ovule et bim, c'est pas pourquoi elle tombe enceinte.
Et là, on va se dire, bah, c'est de l'hyperfertilité, de tomber enceinte alors qu'il y a une contraception, etc., etc. Bon, à noter que la symptothermie n'est pas une contraception fiable. Je crois que c'est 60%, quelque chose comme ça, la symptothermie, je sais pas. Après, le SOPK, ça peut aussi entraîner la libération de plusieurs ovules à la fois. Notamment quand il y a des traitements, il peut y avoir une hyperstimulation et une hyperovulation. Et après, évidemment, il y a des effets post-traitement. Après une induction de l'ovulation par médicament, certaines femmes peuvent avoir des cycles plus réguliers ou des ovulations multiples, ce qui augmente temporairement la probabilité de conception. En résumé, le SOPK est un syndrome complexe avec des symptômes cliniques, des déséquilibres hormonaux et des effets sur la santé métabolique et la fertilité. Pour revenir au début, tandis que les ovaires multifolliculaires sont une observation échographique bénigne qui n'entraîne pas les mêmes symptômes ou déséquilibres hormonaux. C'est-à-dire que si jamais tu es dans le cadre d'une recherche de diagnostic et que tu vas faire une échographie et que ton échographe il écrit ovaires multifolliculaires sur l'échographie, ça veut dire que tu as un aspect multifolliculaire sur tes ovaires, ça veut pas dire que tu n'as pas le SOPK. Et ça veut pas dire que tu l'as non plus. J'espère avoir été assez claire. En vrai, c'est assez compliqué à faire comme épisode parce que je suis pas scientifique, je suis pas médecin, je suis pas sage-femme, je connais pas tout. Moi, je connais mon cas de SOPK, je sais juste que c'est extrêmement courant, que c'est extrêmement fréquent et que comme toute maladie hormonale, il existe un SOPK par personne. Personne n'aura jamais le même. Je sais à quel point c'est frustrant de penser qu'on a quelque chose et de ne pas se faire aider. Je connais quelqu'un qui, donc comme je disais moi je pense qu'elle a le SOPK, de ce qu'elle me raconte. Et ces médecins, eux, ne le voient pas, donc il faut qu'elle aille voir un autre médecin et je l'encourage à le faire. Mais je comprends que ce soit frustrant. Moi, la première, hein, quand j'ai été voir un gynéco en février 2019, c'était le jour de notre PAX. C'est ma sage-femme qui m'avait envoyé voir un gynéco pour faire une échographie. Je fais l'échographie, le mec me montre les ovaires multifolliculaires, tu vois, il me montre les petites bulles sur les ovaires, et puis bah, à la fin, il me dit non, mais c'est bon, je sais ce que vous avez, je vais pas vous embêter, on va pas faire de prise de sang ni rien. Donc je me dis, bah nickel, super, enfin qu'est-ce que j'ai quoi, trop bien, j'ai même pas besoin de faire des examens, trop cool. Et là, le médecin me regarde et me dit, bah vous êtes juste grosse. Donc autant vous dire qu'après ça, j'ai laissé tomber, je suis partie, je suis pas retournée chez la gynéco, je suis pas retournée faire d'échographie, ça m'a vraiment blessée parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et c'est ma sage-femme qui m'a appelée, qui m'a dit mais vous avez toujours pas fait votre échographie. Je lui ai dit bah si, j'ai été chez un tel et puis il m'a dit ça quoi. Puis elle a pété un plomb, elle m'a dit non mais c'est n'importe quoi, allez à tel endroit, demandez tel médecin, faites une échographie et revenez me voir après. Et c'est grâce à cette sage-femme-là qui a insisté que j'ai pu diagnostiquer le SOPK parce que sinon je pense que je serais encore en train d'attendre qu'un médecin veuille bien me prendre au sérieux. Donc bien sûr c'est frustrant, tout le monde n'a pas le même SOPK, il y a des SOPK qui sont plus faciles à diagnostiquer que d'autres. Et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est qu'une fois que tu sais que tu as le SOPK, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de ah ça y est, c'est bon, t'es diagnostiqué du SOPK, bon bah tu prends ce cachet tous les matins et puis c'est réglé. Ça marche pas comme ça malheureusement. Ça peut être une libération pour les femmes qui essayent d'enfanter, de savoir que c'est à cause du SOPK et que ça peut se traiter dans le cadre de la PMA, on peut induire une ovulation. Mais en fait, ce qui est compliqué et ce qui est, comment dire, bâtard avec ce genre de maladie, je vais être vulgaire, ce qui est bâtard avec ce genre de maladie, c'est qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a rien à faire, c'est dur à diagnostiquer, c'est pas une maladie grave en soi, donc tout le monde s'en fout un petit peu, tu vois ce que je veux dire? C'est un espèce de nuage qui flotte au-dessus de nous. Ah, t'as le SOPK, ah bah c'est pour ça que t'as tel ou tel symptôme, puis oh bah non, bah on peut rien y faire, et puis il y a des naturopathes et des pseudo-arnaqueurs qui vont vous dire faut que tu manges ceci, faut que tu manges cela, faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela. Moi, je vous encourage à faire ce dont vous avez envie. Si vous avez envie de tester plein de régimes, plein de machins, plein de trucs, faites-le. Si vous n'en avez pas envie, ne le faites pas. Vraiment, il n'y a pas d'angoisse. De toute façon, votre SOPK ne se soignera pas. Il peut parfois se mettre en dormance, comme je l'ai dit précédemment, dans le cadre d'une grossesse, avant ou après la grossesse. C'est extrêmement commun. Beaucoup de femmes ont le SOPK. Beaucoup de personnes autour de vous ont sûrement le SOPK et vous connaissez sûrement quelqu'un qui l'a. Je vous invite vraiment à aller sur le site de l'association SOPK Europe du coup ou sur la page Instagram de Sova SOPK parce qu'elle en parle très bien, elle m'a moi-même appris énormément de choses et même si on travaille plus ensemble, moi je trouve ça très très bien. Alors il y en a qui vont me demander pour les compléments alimentaires, moi j'avais testé les compléments alimentaires de chez Sova et malheureusement ça n'avait pas fait effet sur moi parce que bah, j'ai d'autres troubles hormonaux et peut-être que ça répondait pas à mon SOPK. Moi les compléments alimentaires ne m'avaient rien fait. Après, peut-être qu'à vous, ça fera quelque chose, je sais pas. Renseignez-vous par vous-même. Vous n'allez pas en mourir, ça va pas vous tuer, ça ne vous rend pas stérile.
Il est bien important de noter la différence entre infertilité et stérilité. Si tu as le SOPK, tu n'es pas stérile, tu vas peut-être juste avoir des difficultés à tomber enceinte naturellement, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Oui, l'infertilité c'est dur, dans mon cas c'est le plus dur. Après, il y a plein d'autres symptômes qui sont très difficiles, donc tout ce qui est hyperandrogénie, on en a parlé, la perte de cheveux, les poils, la prise de poids. Il y a aussi la fatigue chronique, il y a aussi des douleurs, il y a des femmes qui souffrent beaucoup de SOPK physiquement. N'oubliez pas aussi, si on vous a diagnostiqué le SOPK, de regarder pour le reste, de ne restez pas que sur le SOPK, parce que c'est le genre de maladie qui est souvent conjointe avec autre chose. Donc si on vous diagnostique le SOPK, n'oubliez pas de vérifier votre thyroïde, n'oubliez pas de vérifier que vous n'avez pas de l'endométriose ou une adénomiose, etc., etc. C'est assez rare qu'une personne ait que le SOPK. Donc voilà, il y a plein de symptômes différents. C'est une maladie qui est très, très sournoise parce que personne n'a la même maladie. Donc même entre nous, des fois, on se comprend pas. Hein. Moi, des fois, les gens me disent ah putain, Gabriel, j'ai trop mal aux ovaires avec le SOPK. Et moi, je suis là en mode ah, je sais même pas où sont placés mes ovaires dans mon ventre tellement je les ai jamais sentis, quoi. Et c'est vrai, vraiment, je sais qu'il y a des femmes qui sentent leurs ovaires, mais moi, je ne sais pas du tout où sont placés mes ovaires dans mon ventre. Je ne les sens pas. C'est une dinguerie. Donc j'espère que cet épisode vous aura aidé, vous aura aiguillé un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Encore une fois, sur Insta, je réponds à tout le monde. Je vous mets les liens en description du podcast pour vous aider, pour vous aiguiller. Si un professionnel de santé ne vous a pas pris au sérieux, allez en voir un autre. Je vous remets le lien du site Ginenco pour vous permettre de trouver un rendez-vous chez un gynécologue ou une sage-femme safe et qui normalement du coup sera éveillé au SOPK et pourra vous aider. Voilà. C'est une maladie de con, ça fait chier tout le monde. C'est quelque chose, il faut apprendre à vivre avec, accepter de vivre avec et de se dire bon bah voilà, j'ai le SOPK comme beaucoup de gens. C'est devenu tellement banal malheureusement euh, qu'il n'y a pas d'effet de rareté. Hein, c'est vraiment. Ça va devenir à terme, je pense que si on continue comme ça va devenir plus rare de ne pas avoir le SOPK que de l'avoir et le SOPK va devenir une espèce de condition naturelle. Hein, ça se trouve, c'est juste une question d'évolution. Bon là je pars dans des trucs à la con, mais on sait ce que les perturbateurs endocriniens nous ont fait. Donc moi quand je vois encore des femmes en 2024 dire bah moi je continue à faire des couleurs et à me faire les ongles, je m'en fous des perturbateurs endocriniens, ça craint rien. Ok ma belle. Les perturbateurs endocriniens c'est grave, les OGM, patati patata, notre alimentation, ce que nos parents ont fait pendant qu'on était dans leur ventre, ça a eu un impact. À l'époque ils ne le savaient pas donc on peut pas les blâmer. Mais bien sûr que un adulte en 2024 qui a des troubles hormonaux, ça peut être dû aux perturbateurs endocriniens qu'il a eu dans les produits quand il était bébé, etc., etc. Les perturbateurs endocriniens, c'est de la merde. Et le SOPK, c'est une maladie endocrinienne, ça touche les hormones, et les hormones, c'est de la merde. Et dès qu'une maladie est hormonale, elle est différente chez tout le monde. Bon, bah j'espère que j'ai rien oublié, j'espère que j'ai répondu à vos questions. En même temps, il n'y a pas grand chose à dire finalement, hein, c'est assez simple. Je vais pas refaire la conclusion 20 fois. Je te mets tout en description. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast, du miel dans tes oreilles.